Elle vient surtout de l'université, l'inégalité territoriale, c'est-à-dire que c'est l'université qui a freiné les cas de fer. Il a fallu se battre pour ouvrir les terrains de stage, il a fallu se battre dans toutes les régions. Et actuellement, il n'y a plus aucune région actuellement où il n'y a pas au moins un terrain de stage pour les pédiatres, pour les internes en pédiatrie. Et il faut continuer à se battre pour que vous puissiez avoir le droit de choisir d'aller en stage ambulatoire et pas de rester à l'hôpital parce qu'il faut remplir les postes hospitaliers. Et ça reste encore une problématique. Donc, nous avons beaucoup de maîtres de stage formés. Il y a très peu de terrains de stage ouverts en rapport au nombre de médecins formés. Mais quand nous n'avons pas d'internes de pédiatrie, eh bien, on reçoit les internes de médecine générale qui, eux, sont relativement friands de nos stages de pédiatrie parce que sinon, ils n'en font pas ou peu. Déjà que dans leur cursus, ils font 3 mois, ce qui est un drame absolu parce que 3 mois de pédiatrie, c'est carrément la loose. Voilà, mais donc pour vous former, eh bien, il faut venir déjà en cabinet parce que c'est le premier sas de formation. Et puis ensuite, on vous invite parce que dans nos formations DPC, on garde toujours une place pour un interne. Alors, on ne peut pas recevoir tous les internes d'un coup, mais il y a très peu d'internes qui nous demandent à faire des formations DPC. Et c'est dommage parce qu'on a une liste longue comme le bras de formations très intéressantes pour la pratique de ville. Alors, je voulais donner une petite précision. Effectivement, il faut que si les internes ils sont demandeurs de stage, je pense que ça pourra toujours appuyer auprès du coordonnateur parce que n'hésitez pas, surtout maintenant avec dans le projet aussi de docteur junior, ça peut être inclus un jour en libéral dans certains projets de docteur junior, ça se fait. Il y en a au moins un par semestre en Île-de-France de docteur junior qui est couplé avec l'hôpital. Donc ça peut vraiment se réfléchir, surtout que nous, on a plein de maîtres de stage et n'hésitez pas à venir vers nous parce que moi, j'ai la liste de tous les maîtres de stage qui sont formés actuellement et donc on peut, en fonction des régions, les solliciter. Et deuxième chose, c'est que l'URPS, et je ne sais pas si c'est dans plusieurs régions, l'URPS propose 2 jours en libéral. Et ça peut être déjà une première approche. C'est des médecins qui ne sont pas forcément maîtres de stage, qui se sont référencés auprès de l'URPS. Et du coup, il y a juste à aller sur les sites de l'URPS et s'inscrire. Voilà. Et donc, ça met en relation des pédiatres qui ont envie, mais c'est même pour toutes les spécialités, mais des pédiatres qui veulent bien accueillir. Et 2 jours en libéral, ça peut déjà donner une première idée. Merci Marion. Je rajouterais que dans des gros cabinets de groupe, les internes, il ne faut pas qu'ils hésitent à les remplacer quand ils sont arrivés à un stade où ils ont une licence de remplacement. Parce que remplacer dans un cabinet de groupe, c'est déjà de ne pas être seul. Parce que c'est sûr que quand on remplace un pédiatre qui est tout seul, on est un petit peu anxieux de comment on fait. On a l'habitude de poser des questions. Mais dans des cabinets de groupe, moi j'ai commencé mes remplacements quand j'étais en 6e semestre. Et j'ai commencé dans des cabinets de groupe et j'avais toujours un interlocuteur. J'allais poser ma question au pédiatre d'à côté parce que, effectivement, on ne peut pas tout savoir et ça, c'est bien normal d'être interne et de ne pas tout savoir. Mais en tout cas, c'est une excellente expérience, le remplacement aussi. Donc, le stage libéral, c'est sûr que c'est irremplaçable parce qu'on a un compagnonnage, on a un tutorat, on est à côté le pédiatre, on fait des consultes à côté de lui. Et puis petit à petit, on acquiert de l'autonomie, on leur laisse un petit peu des consultations tout en étant là parce qu'on est vraiment dans le compagnonnage. Mais il y a aussi la possibilité de remplacer et de remplacer. Alors, il faut remplacer aussi les pédiatres qui sont tout seuls. Moi, je cherche des remplaçants, mais voilà, déjà dans des cabinets de groupe, c'est une bonne chose parce qu'on ne se sent pas isolé et on ne se sent pas dépourvu devant l'enfant qui nous inquiète. Alors, on a des formations continues, on a quand même des formations entre guillemets obligatoires. Le DPC, la recertification, la certification périodique, c'est une réalité. Donc, on continue effectivement à faire nos DPC. Et par exemple, pour des troubles du neurodéveloppement, etc., il y a des formations particulières à faire si on veut voir plus des patients de ce type-là Mais bien sûr, et l'AFPA a cette particularité d'avoir été avant-gardiste sur tout ce qui est troubles du neurodéveloppement dans le repérage
particulièrement. C'est-à-dire qu'on propose énormément de DPC qui sont en gradient, parce que tu peux être médecin de niveau 1, c'est-à-dire que tu fais du repérage et de l'orientation. Tu peux être médecin de niveau 2, c'est-à-dire que tu vas tester, tu vas diagnostiquer, suivre, et puis tu peux même être médecin de niveau 3 et travailler parallèlement, main dans la main, avec des centres de TSLA, des centres de niveau 3. Et donc, des formations, en AFPA, il y a tout ce qu'il faut en termes d'apprentissage pour les multidis, les TDAH, comment mettre un traitement, comment suivre un traitement par méthylphénidate, comment gérer, comment orienter un TSA. Enfin, voilà, donc on a vraiment une grande richesse de formation là-dessus. Tout à fait. Je pense que sur le site de l'AFPA, vous allez dans les formations AFPA, DPC, vous avez, je pense, au moins une dizaine de formations au bas mot. Sachant qu'on a aussi, et par niveau. Et on a surtout quand on est jeune installé, besoin de faire la formation importante qui est examen systématique du 9e mois, du 24e mois, Absolument. du 36e mois, de l'âge de 4 ans, de l'âge de 5 ans, de l'âge de 6 ans, et les examens des grands, 8 ans, 10, 12 ans, et examen de l'adolescent. Et ça, c'est déjà l'examen des enfants. Avant d'aller chercher effectivement les troubles du neurodéveloppement et des apprentissages, on a besoin aussi de connaître l'état des lieux de l'enfant, entre guillemets, normal. Moi, en sortant du clinica et en m'installant comme ça après c'est vraiment ces formations qu'a cité Sandra qui m'ont sauvée, parce qu'on n'apprend pas, en fait, pendant l'internat, le clinical, les enfants normaux. La normalité n'était pas si facile qu'on pensait, parce que finalement, la plupart des enfants vont bien. Et il faut quand même s'assurer, avec une batterie de tests adaptés, qu'ils vont bien et qu'il n'y a absolument pas de troubles des apprentissages, qu'ils suivent une courbe normale dans le développement. Et je pense que ces formations AFPA qu'on a citées sont hyper importantes. Les 9, 24, 36 mois et les 4, 5, 6 ans, parce que c'est ce que vous allez avoir tous les jours si jamais vous êtes un jour pédiatre libéral. Et ça compte dans le dépistage des TND, justement, parce que quand on reprend toutes ces batteries de tests, les grilles sont exactement les grilles de dépistage des tests de repérage des TND, tout simplement. Donc, quand on coche tous ces items-là, quand on a vérifié tous ces items-là, on peut être certain qu'on n'est pas du tout dans un... Voilà, je pense que c'est vraiment important, ces formations-là. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que s'il est passé en libéral et qu'effectivement, dans le stage de pédiatrie ambulatoire, il s'y retrouve parce qu'il pense que c'est l'activité qu'il a envie de mener dans sa carrière, effectivement, il sera plus à même d'essayer de s'installer, de trouver les moyens et les clés de s'installer. Il y a des internes, je peux le comprendre, ils ont encore besoin de rester à l'hôpital, de faire… alors déjà, après l'internat, souvent, il y a le clinica. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai sauté cette étape, mais c'était une volonté de ma part. Mais enfin, je crois que c'est important quand même d'aller jusqu'au post-internat pour la plupart d'entre vous et prendre ensuite une décision entre une carrière hospitalière et une carrière libérale. Après, je pense que l'ambulatoire et l'hospitalier peuvent aussi être conjoints sur des formes… il y a tout un tas de pratiques qui peuvent s'imaginer. On peut très bien avoir une activité à l'hôpital sur soit des vacations, soit un mi-temps, et avoir une activité ambulatoire, pas forcément installée d'ailleurs. Il y a des statuts qui sont intéressants, comme les collaborateurs associés, où on a moins de charges, moins de responsabilités administratives, entre guillemets, mais où on peut quand même avoir une activité ambulatoire à son nom propre. Ce n'est pas un remplacement non plus. On établit des feuilles de soins à son nom propre. Voilà. Il y a différentes façons de le faire et de le penser et d'imaginer sa vie professionnelle. Après, comment on prend la décision, moi je crois que c'est effectivement très personnel. Moi, je vais parler pour moi, mais c'est un choix. Si tu veux. Tu peux répondre parce que tu as un bébé, voilà, mais on a tous eu des enfants. Non, parce que je peux répondre parce que c'est juste génial, parce que j'ai le avant, le après. Quand j'ai eu mon fils, l'aîné, j'étais en réa-néonate. Voilà, c'est jamais de sortie de... Enfin, c'est vraiment le... Je pense que je ne l'ai pas beaucoup vu très petit parce que je faisais aucune sortie d'école. Je le déposais à 7 heures, je le jetais par-dessus pour la crèche, littéralement. Donc, c'est quand même une vie différente en libéral parce qu'on peut très bien choisir de travailler très tôt, certains jours, et certains jours de s'occuper de ses enfants, de ne pas bosser le vendredi si on n'a pas envie de bosser.
C'est vraiment de pouvoir faire son planning à la carte et je pense que pour les jeunes mères, c'est très, très bien. Actuellement, je suis seule au cabinet effectivement, mais j'ai quand même 2 remplaçantes que j'ai réussi à dénicher. Une qui me fait le mercredi et une qui veut me faire le vendredi. Donc je travaille 4 jours par semaine pour l'instant, mais potentiellement, je pourrais travailler 3 jours si je voulais. Et voilà, je pense que l'idée, c'est de pas bosser seule, en fait. Je pense que 2 femmes, enfin, qui ouvrent un cabinet ou même une femme et un mec, hein, j'exclus personne. Mais cette possibilité, c'est plus compliqué quand on est à l'hôpital, en fait, de pouvoir comme ça, dire: «Bah, aujourd'hui, je travaille jusqu'à 14 heures, point, parce que je veux faire les activités, je veux faire le taxi pour mes enfants». Voilà, donc c'est génial pour répondre à votre question. Je pense que c'est pour moi, c'est l'idéal, en fait, de décider de son planning et pas d'être obligé de faire en fonction des 9 PH avant soi dans la liste, quoi. Tout à fait, Nelly a très raison. Au cabinet, on a une jeune maman qui a 2 enfants en bas âge, 2 ans et un bébé qui vient de naître. Enfin, elle est revenue travailler, donc il a 4 mois. Elle organise son planning en fonction de son mari, et puis des journées, elle finit à 16 heures. Elle prend le temps des consultations qu'elle veut. Nous, on fait des consultations de 20 minutes pour le suivi à 1 heure. Elle prend une demi-heure parce qu'elle va être tranquille. C'est une pédiatre qu'on a eue interne, docteur junior, et qui s'est installée avec nous. On a les vieux qui travaillent 6 jours par semaine. Voilà. Pas pour très longtemps, dont je fais partie, mais on fait vraiment ce qu'on veut. Et puis, vous posez vos vacances comme vous voulez, en fonction des collègues, mais vous n'êtes pas tenu à l'hôpital à vous organiser en fonction des collègues qui est présent. Ça se passe très très bien. On se discute du planning en fonction. Voilà, je vais partir en août, très bien. Et puis assez souvent, voilà, tout le monde part en août sauf moi. Voilà, donc on est 5 pédiatres à partir et un qui reste et ça suffit. Voilà, on s'organise en toute simplicité. Et c'est vrai que les cabinets de groupe, c'est quand même intéressant. Pour ça. Ouais. Je confirme que les cabinets de groupe, c'est effectivement, à mon avis, c'est vraiment intéressant parce que, et à condition de ne pas vouloir faire tous forcément pareil, parce qu'il y en a qui ont des besoins différents ou c'est vrai que il y en a qui ont besoin de finir plus tôt, d'autres qui, comme moi, qui ne savaient pas dire non et du coup, je terminais un peu plus tard, il faut reconnaître les choses. Je reconnais que aussi il y a quelques années, c'était plus facile de faire garder les enfants plus longtemps. Maintenant, c'est compliqué. Les crèches ferment à 18h30 pétantes, les nourrices veulent rarement faire durable, etc. Donc, c'est plus compliqué. En même temps, moi, je mettrais un tout petit bémol quand même, c'est que quand on est un cabinet de groupe, on essaie quand même d'être relativement disponible pour les enfants, les parents, et on ne peut pas tous finir à 16h30. Ce n'est pas possible. Voilà. Il y a quand même un minimum d'organisation à prévoir de façon à ce qu'il y ait un certain degré de permanence des soins d'organiser, parce que sinon, eh bien, c'est normal, les gens vont râler parce que leurs enfants ne peuvent jamais être vus quand ils sont malades et ils vont voir le médecin généraliste, ils ne peuvent pas voir le pédiatre. Je pense qu'il faut, voilà, on peut s'organiser, je veux dire, du point de vue du pédiatre, on peut s'organiser, mais il faut quand même voir qu'il y a quand même une patientèle qui compte sur nous, quoi. Quelque part. Alors, c'est Tout sûr, à fait d'accord avec Véronique, tout à oui. fait. Mais bon, moi, je suis installée comme Nelly, je suis seule et je suis en milieu rural, hein, donc je ne trouve Oui, pas donc là, tu peux d'associée, pas je ne être là trouve pas 24 sur d'interne 24. pour me remplacer, mais parce que je suis un peu isolée. Mais bon, voilà, quand je suis là, je suis là à 100%. Puis quand je ne suis pas là, mes patients, ils savent vous sonner, hein, ils ont d'autres médecins sur le territoire. Et c'est vrai que voilà. J'ai parlé de 16h30 parce que c'est ce qu'on. Elle a un jeune enfant, donc elle rentre tôt. Mais nous, on est là, hein, on est quand même. Voilà, c'est ça. Mais Véronique, je pense effectivement que c'est tout l'intérêt d'être en cabinet de groupe, justement. Exactement. Sinon, ça ne sert à rien d'être en groupe si tout le monde part tôt. C'était tout l'intérêt, justement, d'avoir cette complémentarité. De s'organiser. Après, la demande est souvent telle qu'on ne peut pas forcément répondre à tout. Hein. Je suis complètement d'accord aussi. Et encore une fois, les modalités de garde sont bien plus compliquées que fut une période, quoi. Hein, ça, tu peux pas laisser ton gamin jusqu'à 20h chez la nounou, ça c'est clair. Et à l'école non plus d'ailleurs, hein, ils ne le voudront pas.
Alors ça, c'est autre chose, la médecine scolaire. Marion, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, je te laisse. Non, alors pas la médecine scolaire, mais c'est vrai que par exemple un exercice mixte, parce que moi je suis dans un cabinet de groupe où on est 7 pédiatres et on est 4 à être restés à l'hôpital, à avoir encore une activité à l'hôpital. Alors moi j'ai que une matinée pour faire des consultations d'allergo, mais il y a 2 de mes collègues qui font des postes ville-hôpital aussi. Ça se fait beaucoup aussi de faire. Enfin, elles ont des postes où elles sont mi-temps en allergo ou en pneumo et l'autre mi-temps en ville. Et donc, il y a même des postes qui peuvent être financés par l'ARS en montant un dossier. Voilà. Pour la médecine scolaire, non, c'est autre chose, mais c'est pareil, c'est un mi-temps en salariat, ça peut tout à fait s'envisager. De toute façon, c'est la souplesse aussi de l'ambulatoire, c'est qu'on peut moduler son emploi du temps. Et avec 2 mi-temps, ça peut tout à fait se Même si combiner. la médecine scolaire, c'est un concours à part qui n'a pas été choisi du tout lors du dernier choix. Donc, de toute façon, la médecine scolaire, c'est très particulier. Et j'avais contacté au moment de la mise en route de la vaccination à l'école avec les gardes d'asile, j'avais contacté la médecine scolaire pour proposer une participation de la pédiatrie libérale. Et j'ai eu un no-go complet. C'est notre terrain. On veut pas la médecine libérale à l'école. Après, ça dépend même pas du même ministère, hein. Nous, on dépend Non, du tout à ministère de fait. la Santé, eux, Oui. ils dépendent du ministère de l'Éducation. Donc, c'est Oui. un peu politique quand même. Mais après, dans les activités, moi, j'ai longtemps travaillé en maternité jusqu'à ce qu'elle ferme. C'était une maternité de ville, mais j'ai travaillé 18 ans. On a monté un niveau 2A, hein, donc on a quand même eu une grosse activité. On est passé du 1 au 2A. J'ai fait des astreintes pendant très, très, très longtemps. Et puis, bon, quand la maternité a fermé, j'ai continué à faire des gardes dans le centre hospitalier près de chez moi. Et puis, j'ai fini par arrêter de faire des gardes aussi parce que l'âge aide à avoir envie de s'arrêter. Mais c'est vrai que jusqu'à l'année dernière, j'avais une activité qui était encore assez mixte. Voilà, maintenant, je ne fais plus que du libéral, mais j'ai quand même longtemps gardé un pied en néonat, un pied à la maternité et au bloc et un pied à l'hôpital pour faire quelques gardes. Pour vous répondre, Madalena, je pense vraiment que justement d'être libéral, on a tout le choix de choisir l'agencement de l'activité qui nous intéresse. Moi, j'ai fait un petit peu comme Sandra, j'ai fait beaucoup de maternité. Enfin, j'étais pédiatre de mater, j'avais les gardes en 2B et j'avais le cabinet. Donc, tout est possible. J'avais 3 journées au cabinet, je faisais les gardes de néonat, je faisais les gardes en mater, niveau 2A à Lyon. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, en vrai, c'est juste une question d'organisation. Et je pense que justement, c'est la richesse du libéral, c'est la liberté. Et Vous c'est pouvez de faire tout s'orienter ce que vers ce vous qu'on voulez, en aime, fait. c'est ça. Exactement, on peut faire tout ce qu'on S'orienter veut. vers ce Ouais. qu'on a vraiment envie de faire. Exactement. Et puis, après, on Et grandit avec notre c'est activité ça. aussi. Et les hôpitaux sont preneurs en général, parce qu'on a plein de collègues qui ont des surspé et qui font des consultes, des vacations à l'hôpital, que ce soit un après-midi par semaine ou 2 après-midi ou 3 après-midi. Les hôpitaux en général sont très friands de ces profils-là. Donc, Absolument, Nelly, nous sommes 4. Vous m'entendez? J'ai un problème de micro. Oui, bien sûr, on t'entend. Ici au cabinet, nous sommes 4 à avoir une activité hospitalière sous forme de vacation, comme Nelly a dit, en endoc, en allergo, en pneumo. Et puis, moi, je fais du suivi TDAH à l'hôpital aussi. Donc, voilà, tout est possible. C'est le champ des possibles, la médecine libérale. Une question là sur le chat. C'est en cabinet, alors c'est Éléonore qui pose la question, savoir en cabinet avec une surspé, est-ce qu'il est plus courant ou est-ce qu'il est nécessaire de faire notre surspé ou de la mélanger à la pédiatrie générale? Eh bien, c'est là où tu es libre, Éléonore, de faire ce que tu as envie. Alors après, il y a certaines surspécialités qui peut-être ne permettent pas de remplir un agenda complet, mais quoique, les endoc pédiatres, ils sont installés comme endoc pédiatres, ils ne font pas de pédiatrie générale. Il y a pas mal de gastropédiatres qui font que de la gastropédiatrie. Les allergos. Les allergopédiatres qui font que de l'allergo. Voilà, donc il y a des surspés qui font les deux. Moi, je suis gastro et je fais aussi la pédiatrie générale. Et il y a des surspés qui font que leur surspécialité parce qu'ils ont envie d'exercer ainsi. Et c'est là où, effectivement, c'est vraiment à la carte et de la liberté d'installation.
Ça dépend aussi, je pense, de la ville dans laquelle on est installé. Quand c'est une grosse métropole, des fois, on peut ne faire que la surspé. Quand c'est une plus petite ville, je repense toujours à la néphropédiatrie. Je ne peux pas faire que de la néphropédiatrie, quoi, c'est clair. Mais les allergos, les peuvent peut-être. Ouais. Les allergos, les gastro. Je sais pas. Eh bien, on l'écoute. Oui, j'ai pris la réunion en cours de route. Et du coup, je voulais savoir, vous avez tous une surspécialité ou il y en a parmi vous qui sont juste pédiatres générales? Alors moi, j'étais pédiatre généraliste. J'ai fait ma surspécialité en étant déjà installée. C'est-à-dire que comme j'ai quitté à la fin de l'internat, j'étais pédiatre niveau 1, effectivement sans surspé, à part la néonate, hein, parce que on était obligé de toute façon de faire de la néonate et de valider la néonate, la réa néonate et la réa pédiatrique. Donc, mais ça, c'est pas une surspécialité. Enfin, ça l'était pas encore quand moi je me suis installée. Et j'ai fait la gastropède après. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais installée, je suis repartie faire mon DU pour être gastropédiatre. Voilà. Donc, mais moi, je suis pédiatre généraliste. D'accord. Ok. Dans mon cabinet, il y avait deux de mes collègues qui n'avaient pas de surspé. Moi aussi, j'ai des surspé. Oui. Pardon, Marion, vas-y, je t'en prie. Oui, bah moi aussi, dans mon cabinet de groupe, il y a deux de mes collègues qui n'ont pas de, surspé, mais après, en fait, forcément, on fait un peu elles font un peu en fonction de leurs affinités aussi. Donc, elles font beaucoup de pédiatrie générale, elles font partie du réseau de néonates et tout ça, et donc voilà. Mais elles remplissent très, très, très bien en pédiatrie générale et ça leur convient très bien. Mais moi, je me à peu près ce que j'allais dire aussi. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une surspé, parce que forcément, on fait beaucoup ce qu'on aime. Alors, moi j'ai des surspé, mais je ne suis pas sûre, j'en fais pas forcément beaucoup. Parce qu'entre le DESC de néonat, j'ai un DU de radiologie, donc ça ne me sert plus à rien maintenant, je ne fais plus d'écho au cabinet. J'ai un DU de dermatopède qui me sert tous les jours. Donc, je pense vraiment que je ne m'affiche pas comme DU de dermatopédiatrie. J'en fais quand ça me tombe dessus, en fait. Et donc, je ne pense pas qu'il faille absolument avoir une surspécialité. Et la pédiatrie générale est assez riche, finalement. Et on se perfectionne dans les domaines qu'on aime. Et les surspé, c'est très bien, mais c'est une étiquette. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens compétents qui n'ont pas forcément l'étiquette de la surspé, en fait. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi, Nelly. Quand je me suis installé, j'ai été avant tout un pédiatre généraliste, en fait. Étant en co-hémato, je ne me suis pas installé en co-hématologue. Hein. Soit que j'ai gardé une vacation à l'hôpital pour pouvoir exercer, je fais plutôt que de l'hématologie bénigne, mais je me suis installé parce que j'ai fait pas mal de remplats avec les DEA et tout ça. Et ça m'a vraiment plu. Et c'est une vraie spécialité, hein, la pédiatrie ambulatoire. Et à travers la pédiatrie ambulatoire, ça a amené à d'autres intérêts comme les TND, comme les TSA, et puis la recherche en pédiatrie ambulatoire aussi. Donc, je suis tout d'accord avec Nelly, il n'y a pas besoin d'avoir une suspect pour s'installer. La pédiatrie ambulatoire est vaste et on y trouve son compte. Et puis, c'est un plaisir de suivre les enfants qui vont bien aussi. D'accord ? On trouve toujours des choses. Ensuite, on a d'autres questions, notamment pour parler du secteur 1 versus secteur 2. Alors moi, je peux parler du secteur 1 puisque je suis secteur 1. Je laisserai les autres parler du secteur 2. Donc moi, je me suis installée secteur 1 parce que de toute façon, je n'avais pas le droit de m'installer secteur 2 ayant refusé le poste internat. Mais je m'en fichais parce que de toute façon, ça m'était égal. Je ne m'étais même pas renseignée là-dessus. Enfin, moi, ce que je voulais, c'était faire de la pédiatrie de ville. Alors après, l'avantage du secteur 1, c'est qu'on a moins de charges. On est exonéré d'un certain pourcentage de charges. On en a quand même beaucoup, hein, faut pas rêver non plus. Mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'on a des actes bien codifiés et qu'on ne peut pas faire de dépassement d'honoraires. En tout cas, on est très restreint dans les dépassements d'honoraires. Quoique maintenant, ils viennent de créer le secteur 1 Optam. Le secteur 1 Optam, c'est quand tu es effectivement sur des honoraires bien calés, avec des actes bien calés, mais tu as le droit quand même à faire un petit pourcentage de dépassement. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas basculé encore dans le secteur 1 Optam. Et je laisse mes collègues parler du secteur 2.
Je crois qu'il est plus ouvert, Sandra. Ben, je sais pas parce que François Vielle-Sage a signé son contrat au printemps, donc voilà. Mais Ah ben je suis pas d'accord. renseignée. Ok. Voilà. Allez, les autres. Moi, Alors, j'étais moi, je suis en secteur, secteur donc 2. pareil que toi. Bah, vas-y, je te laisse finir. Vas-y, Marie. Non, je disais secteur 1, moi C'est j'étais Véro qui secteur 1 parle. et pareil, dans le même état d'esprit que toi. C'est tout bon. Ah, c'est À Véro. toi. Alors, moi, je suis secteur 2 Optam. On peut faire des dépassements, effectivement, mais comme j'ai signé à l'Optam, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'Optam, c'était l'ancien CAS avant, c'était le contrat d'accès aux soins. En gros, c'est une convention qu'on signe avec la caisse dont le but est, sans qu'elle le cache d'ailleurs, de freiner les dépassements des médecins secteur 2, parce que historiquement, la caisse et les secteurs 2, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, en gros, vous promettez de ne pas dépasser un certain pourcentage de dépassement d'honoraires et en contrepartie, ils permettent le meilleur remboursement de vos patients. En gros, vos patients ont un meilleur remboursement. Ils sont remboursés absolument comme s'ils étaient allés voir un médecin secteur 1, en sachant que s'ils avaient consulté un médecin secteur 2 non Optam, ils sont beaucoup moins bien remboursés. Donc, ça participe parfois au choix du médecin par les patients. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, secteur 2, alors, je ne saurais pas vous dire ce qui est mieux. Je pense qu'on ne peut pas répondre vraiment à cette question. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais juste que comme j'avais fait un clinica, j'avais le choix entre secteur 2 et secteur 1. Et je sais très bien que quand on est en secteur 1, quand on signe après à l'installation en secteur 1, alors qu'on aurait pu passer en secteur 2, eh ben, ça n'est pas réversible. On ne pourra plus jamais passer en secteur 2. Et donc, c'est principalement pour ça que je me suis mise en secteur 2, en me disant que si un jour j'étais convaincue qu'il valait mieux être en secteur 1, je pourrais basculer en secteur 1. Et parfois, je me pose la question. Mais voilà, ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie réponse. Je pense qu'il faut voir au fur et à mesure des évolutions des conventions. Ça change tous les X années. Enfin, c'est pas figé. C'est pas figé. Voilà. Je crois avoir fait le clinica. Ou un Non, c'est un chef de assistanat. clinique. Oui, mais maintenant qu'il y a les docteurs, c'est docteur junior plus 1 an d'assistanat, je crois, ou 2 D'accord. ans de clinica. Oui, Enfin, je crois qu'avec les équivaut à docteurs 2 ans de juniors, toute façon d'avant. oui, voilà, c'est un équivalent de 2 ans Mm, post-thèse mm, pour mm, pouvoir accéder au secteur 2. Mm. En sachant que moi, je suis installée avec le secteur 1 Optam, du coup, mais là, c'est vrai que la caisse a envie de resserre beaucoup les objectifs et ça va être difficile à tenir comme ça, donc il va falloir qu'on fasse un choix. Ça, c'est compliqué parce que en pédiatrie, en fait, je pense que l'installation aussi en secteur 2, en secteur 1 Optam, pour moi, avec des dépassements, ça a été, c'était aussi pour pouvoir prendre des consultations plus longues avec les patients. Voilà, c'était pour permettre, parce que sinon, en secteur 1, en région parisienne, c'est pas toujours facile de louer un local, de rentrer dans ses charges en faisant des consultations longues avec les patients parce que en pédiatrie, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir prendre le temps de guider, de faire un peu de guidance parentale et tout ça. Et donc, ça dépend du mode d'exercice qu'on veut, des charges qu'on a, mais donc ça dépend vraiment de la région, du cabinet, de si on a une secrétaire ou pas, des choses comme ça aussi. C'est un équilibre à trouver, hein. Puis il y a des moments de la vie où on va travailler moins, des moments où on va travailler plus. Moi, je sais que quand j'ai eu ma fille il y a 15 ans, j'avais réduit mon activité. Et de fait, en réduisant mon activité jusqu'à ce qu'elle ait 3 ans, j'ai gagné moins d'argent. Alors après, j'ai quand même payé des charges. C'est le problème des charges aussi, c'est que c'est N-2, mais ça s'anticipe en fait. C'est de l'anticipation. On sait que quand on va poser 15 jours de vacances, effectivement, on va pas gagner d'argent pendant les 15 jours, mais ça va se lisser sur les autres mois de l'année. Donc c'est un équilibre financier et comptable qui permet juste de savoir de combien on a besoin pour vivre décemment, pour faire vivre sa famille et de le rapporter à l'activité qui va avec. Et puis quand les enfants grandissent et ont plus forcément besoin que maman soit présente à la sortie de l'école et le mercredi pour les activités parce qu'ils ont gagné en autonomie, eh bien on reprend une activité plus intense et on travaille à parfois 120%.
Voilà. Et c'est très fluctuant, hein. Moi, je suis passée d'un 200% à un moment où j'avais une activité énorme. Et puis, ben, j'ai eu ma fille, je suis passée à un 50%. J'ai gagné moins d'argent, mais ben, voilà, j'avais de la trésorerie de côté. Et puis, ben, j'ai repris une activité plus intense. Et puis, petit à petit, et puis là, actuellement, je suis remontée à une grosse activité. Oui, je pense que déjà, il faut se poser la question de savoir de combien on a besoin pour. Enfin, la première question, c'est de savoir quel minimum on veut pour vivre après. Et après, on adapte son activité. Et par exemple, si on a envie de gagner un petit peu plus, on peut faire plus d'urgence. Enfin, si on fait plus d'urgence avec des consultations plus rapides, donc on en aura eu plus à la fin de la journée. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait le choix aussi de faire des sorties d'école avec mes enfants, de pouvoir faire les accompagnements piscine les jours où je voulais ou des choses comme ça. Et ça, je n'aurais jamais pu le faire à l'hôpital. C'était beaucoup plus difficile. Globalement, moi, je trouve que je m'en sors très bien avec pourtant beaucoup de temps pour mes enfants à côté. Enfin, parce que entre les urgences, les samedis matins de temps en temps, mais tout ça, c'est choisi et c'est prévu à l'avance. Et ça se lisse et j'arrive même à prendre une semaine par vacances scolaires. Ce qui était difficile, ce que j'avais pas pu faire pendant mon clinica. Donc moi, j'ai gagné en confort de vie et j'ai pas perdu du tout en qualité de vie, ni financier. Sur l'aspect financier, j'ai pas perdu par rapport à l'hôpital. J'adapte juste les choses à côté. Après, ce qu'il faut juste Ouais, c'est calculer, exactement. c'est que vous n'avez pas un salaire. C'est important que vous sachiez que vous allez avoir un chiffre d'affaires. Et ce chiffre C'est ça. d'affaires, vous allez défalquer vos charges et ensuite vous aurez votre bénéfice. Et sur ce bénéfice, comme tout le monde, on va payer nos impôts. Mais ce qui est important, c'est de savoir que quand vous gagnez en chiffre d'affaires, allez, on va partir sur 8 000 €. Votre bénéfice, il va plutôt être aux alentours de 4 000. Parce que c'est à peu près 50% de charge. Et ce qu'il faut les premières années d'installation, c'est mettre de l'argent en trésorerie de côté. Parce que l'URSSAF ne vous ratera pas la 3e année. Mais tout ça, ça s'anticipe. Et il faut avoir un comptable et un expert comptable qui C'est vous aide un ça. petit peu. Ouais. Parce que c'est lui qui vous guide. Parce que nous, on n'est pas comptable. Voilà. Mais Je pense que le plus important, effectivement, comme dit Sandra, au début, c'est de prendre un comptable. Parce que ça ne s'invente pas. Et c'est très important de se dire que un cabinet médical, en fait, moi, je vois ça, finalement, on est des chefs d'entreprise quand on est en libéral. Vous êtes chef d'entreprise de votre cabinet. Donc, personne ne vous versera de salaire quand, comme disait Marion, il faut définir de combien vous avez besoin. Je pense que si vous dites que j'ai besoin de gagner 5 000 €, 6 000 €, 4 000 €, vous pouvez tout à fait les gagner. Et si vous voulez gagner moins, vous pourrez aussi, mais c'est difficile. Quelqu'un qui dirait qu'il veut gagner que, je ne sais pas, 3 000, il ne travaillera peut-être pas beaucoup. Et celui qui veut gagner 7 000, il va beaucoup travailler. Mais celui qui veut absolument gagner 7 000 €, il travaillera beaucoup, mais il sera très content de gagner 7 000. Et c'est très subjectif, en fait, tout ça. Ce qui est certain, c'est que quand j'ai quitté Clinica, je me suis installée en libéral et je gagnais beaucoup plus en travaillant moins. Voilà. Après, je pense qu'on s'en sort très bien, comme dit Marion, et qu'on travaille peut-être beaucoup pour ça et qu'on est content parfois de travailler beaucoup. Et voilà, je pense qu'on peut s'en sortir très bien et qu'on peut s'organiser, faire plus d'urgence comme on en a parlé tout à l'heure sur certaines journées pour compenser un peu et gagner en temps. Mais pour moi, le financier n'est pas un problème. Il faut gérer son argent, son cabinet. On a parfois des salariés comme Sandra et moi, des assistants comme Andreas. On les paye, donc on est quand même vraiment chef d'entreprise parce que entre les remplaçants à payer, la femme de ménage à payer, parce que forcément, cabinet médical, qui dit cabinet dit ménage tous les jours. Voilà, c'est une vraie entreprise et je pense qu'il faut prendre un comptable. Ça se fait très bien, mais ça se devine pas. Il faut se faire aider, mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Pour vous donner juste un exemple de chiffre, parce que c'est peut-être plus parlant, si vous décidez par exemple de travailler 45 semaines, c'est-à-dire que sur 52, vous avez pris 7 semaines de vacances à répartir sur l'année. Si vous travaillez 45 semaines et que vous décidez que pendant la semaine, vous travaillez 4 jours dans la semaine et qu'à chaque jour où vous travaillez, vous voyez 15 consultations et que ces 15 consultations sont à peu près cotées à 40 € par la consultation, globalement, si vous lissez, ça vous fait un chiffre d'affaires de 9 000 € par mois. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Vous divisez par 2 pour savoir à peu près ce que vous gagnez. Donc, si vous établissez, par exemple, que vous devez gagner 4 500 €, c'est votre bénéfice, c'est ce que vous avez besoin pour vivre, vous savez que vous devez travailler 45 semaines, 4 jours par semaine, 15 consultations
par jour travaillé. Je veux dire, c'est un calcul assez simple et puis on y est largement aux 15 consultations. Ça, c'est pas un souci. 15 consultations, c'est une petite journée. C'est une journée cool. C'est une journée cool. C'est une demi-journée. Une journée cool, c'est une demi-journée. Je pense qu'il faut se dire, moi, mon comptable me disait toujours au départ, il faut mettre 60% de côté. Parce qu'en fait, une fois que, comme dit Sandra, vous avez mis les 50%, les impôts passent après. Oui, mais les impôts, tu les payes sur ton salaire. Enfin, quoique maintenant, c'est directement prélevé maintenant. Mais voilà, oui, 60, tu inclus tes impôts dedans. Enfin, moi, je dis 50 sans inclure les impôts, mais j'ai bien rajouté effectivement qu'il y a les impôts aussi à payer dessus. Tout à fait. Mais bon, pour dire que globalement, il faut se fixer l'objectif qu'on a envie d'avoir, suivant ce qu'on a envie de gagner. Gagner le double. Et multiplier par 2, en gros, et savoir combien de consultations on doit faire pour atteindre ce seuil. Alors, moi, j'en sors. Alors, c'est simple. Il faut prévoir, en fait. Il faut prévoir. Je pense qu'il faut travailler un peu plus les mois précédents. Parce que pendant le congé mat, vous avez clairement le truc de la caisse. Donc, si vous passez d'un revenu de 5 000 à 1 600 ou 1 700, ça fait un petit peu mal. Mais déjà, c'est bien qu'on ait ça, parce qu'avant, on n'avait rien. Hein. Ça fait pas très longtemps qu'il y a ça. Hein. Les 1 600, ça fait vraiment pas longtemps. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la CPM, vous n'avez pas grand-chose. Après, j'ai découvert qu'on pouvait faire une demande, mais je ne savais pas, une demande exceptionnelle en tant que libéral à la caisse qui pouvait vous verser, je crois, 2 000 € 3 mois de suite. Mais c'est un dossier spécial à faire. En fait, c'est des niches comme ça qui ne sont pas publiées, mais faut taper sur Internet, demande de complément parental, congé maternité, profession libérale. Voilà, il y a des solutions. Mais il faut, je pense, provisionner avant. Et puis, il faut avoir une prévoyance qui vous permet de... Alors, la prévoyance, non, ça marche pas pour le congé mat. Non, pas la grossesse, mais en cas de maladie. Ça marche pour la maternité. Tout à fait, la maternité. Non, c'est un très bon conseil. Il faut avoir une très bonne prévoyance, je suis d'accord. Une prévoyance qui permet, en cas de maladie, d'avoir un complément, pas un complément, c'est-à-dire que vous prévoyez, vous payez ce que vous voulez dans la prévoyance. Si vous avez 4 000 € de charge, vous avez une prévoyance qui va vous prendre en charge vos 4 000 € de charge quand vous ne travaillez pas. Et il va prévoir aussi, vous mettez ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir très peu de couverture ou une couverture complète qui va vous couvrir toutes vos charges et votre salaire que vous perdez. Et il vaut mieux mettre une couverture complète parce que quand vous êtes en arrêt maladie, que vous avez des employés et que vous avez mis une couverture pas complète, vous avez mal. Donc, vaut mieux payer cher sa prévoyance parce que c'est des bonnes fausses économies. Il vaut mieux payer 300, 400, 500 € de prévoyance et être assuré à 100% de son bénéfice et de ses charges. Et il faut le signer relativement jeune avant d'avoir des exclusions. Avant 40 ans, idéalement. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, tout de suite, ils commencent à nous dire le cardiologue, le bilan sanguin. Voilà. Et une fois que c'est signé, par contre, ils n'y reviennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous exclure si vous avez signé. C'est-à-dire que moi, j'ai signé très, très jeune. Alors maintenant, j'ai beaucoup d'exclusions, mais je m'en fiche, j'ai signé. Voilà, ils me prendront en charge. Après, dans certaines régions, mais je crois que ça devient vraiment artisanal, il y avait des systèmes de tontines. Vous n'avez pas connu ça, vous? Non, pas encore. Non, mais c'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, quand tu dis que tu participes, par exemple, quand il y a une grossesse pathologique ou une maladie, eh bien, chaque membre donne, par exemple, une consultation par jour, par exemple. Non, j'ai jamais connu. Donc mais ça, c'était à l'époque où justement il n'y avait pas tous ces régimes de prévoyance et où on n'avait strictement rien pour les congés maternité, congés maladie. Enfin voilà, il y avait des tontines. Bon, ça s'est quand même amélioré. Hein. On a quand même un peu des droits à la sécu maintenant. Je pense que ça s'est amélioré. Non, c'est mieux. C'était une rustine. Et les congés pathos sont très bien pris en charge par la prévoyance, ça c'est important. Et oui, parce que c'est du congé maladie, profession libérale, exactement. Voilà, qui dit profession libérale dit 1 fois sur 2 arrêt précoce, quoi. Et ça, par contre, par la prévoyance, c'est royal de ne pas travailler, d'avoir son BNC entier. Hein, donc. Renseignez-vous là-dessus.
Oui, et si je peux donner une précision, c'est vrai que moi, j'ai pas eu mes congés maternité sur le libéral, mais dans mon cabinet, elles avaient aussi pris des remplaçants qui payaient les charges enfin, leur remplaçant, ça permettait de couvrir les charges. Ça fait pas de salaire, ça donne pas le salaire en plus, mais au moins ça permet de couvrir les charges. Et ça, c'est important. Et quand on baisse fortement, enfin, on peut aussi demander à la CARMF de payer la moitié. Il me semble, on peut anticiper et demander à la CARMF de faire payer que la moitié l'année où on est moins, actif. on est moins actif. Moi, j'en cherche, alors je fais appel. Moi, je fais beaucoup appel, effectivement, parce que ça aide pour la patientèle. Enfin, on n'a pas de remplaçant, c'est compliqué pour les créneaux, les nouveau-nés. Là, je reprends des nouveau-nés parce que j'ai des remplaçants. Donc oui, on en cherche toujours. Moi, je suis en milieu rural, en plus, je les loge. Ah, Sandra, tu fais une annonce, là, tu fais de la pub en même temps. C'est clair, j'en trouve pas, c'est une catastrophe, moi. Elle est dans une belle région. Je suis dans le Gard, je suis au-dessus de Nîmes, au pied des Cévennes. Logement inclus, voilà. Logement inclus à 25 km de Nîmes. Petit-déj inclus, Sandra? Je suis capable, ouais. Nous, dans le cabinet, on a des remplaçantes qui sont fixes, enfin qui viennent sur des temps donnés et un peu, ouais. Et pour les vacances, c'est difficile maintenant de trouver des remplaçants vraiment qui fassent les vacances. Par contre, comme on est un cabinet de groupe, on s'adapte et donc, en fait, on s'organise en groupe et en comptant nos remplaçantes. Mais c'est vrai que tout le monde a un peu envie d'avoir les vacances en même temps, donc c'est pas facile d'en trouver. Nous, on fait comme toi, Marion. En fait, je prends une semaine de vacances scolaires, toutes les vacances scolaires. Oui, nous aussi on fait ça. La moitié enfin voilà, on se répartit et ça marche très bien en général. On anticipe et ça marche bien. Même l'été, on ferme pas du tout parce qu'on est nombreuses. Oui, puis l'été, il y a quand même une réduction d'activité entre le 15 juillet et le 15 août. Hein, donc ça, c'est clair que. Ils viennent ici, quoi. Oui, ils viennent chez toi sur la Côte d'Azur, hein, ça c'est sûr. Ils viennent ici, ouais. Ou à La Rochelle chez Sylvain. Moi, c'est vrai que j'en ai moins. Moi, je travaille avec une assistante médicale, ce qui est quand même un confort assez important, puisque lorsqu'elle est présente sur ses heures de travail, elle pèse, elle mesure les enfants, elle prépare les carnets de santé, les vaccinations. Elle parle avec les mamans, elle fait du conseil alimentation, du conseil de base, hein, les pleurs, le sommeil. Elle répond au téléphone, elle rassure aussi. Et elle aiguille pour savoir si l'urgence, on doit la voir physiquement ou si on peut effectivement la gérer et la cadrer soit par téléphone, soit en téléconsultation. Donc c'est vrai que voilà, le fait d'avoir une assistante médicale, c'est un confort supplémentaire qu'on peut s'octroyer. Alors c'est sûr qu'elle fait un 35 heures, hein, elle n'en fait pas un 70, mais voilà, c'est quand même assez plaisant. Alors moi, c'est un peu pareil, effectivement, je suis en cabinet libéral. Comme Sandra, j'ai une assistante médicale. Je suis seule au cabinet, mais il est assez grand, j'ai l'assistante qui prépare les consultations. Et effectivement, c'est un gain de temps formidable parce que je vois beaucoup plus de patients, ma file active est plus importante qu'avant l'embauche de l'assistante. Et elle fait la réfractométrie, alors elle fait pas mal de choses. Les CRP, c'est moi qui les fais. Dès qu'il s'agit d'actes techniques, les CRP, je les fais. Elle fait de l'audiométrie, le dépistage. Je pense que l'assistante médicale en libéral, c'est un bonheur. C'est difficile d'expliquer qu'avant de l'avoir, je finissais mes journées crevées. Parce que c'est vrai qu'au cabinet, le rythme entre. Alors, pendant le clinica, je faisais aussi du suivi d'enfants vulnérables. Et j'ai bien vu la différence. À l'hôpital, j'avais une infirmière avec moi. L'après-midi, pour le réseau Éclore à Lyon, je pense que je voyais peut-être 4 enfants ou 5 parce que c'était 1 heure et demie par enfant. Donc, c'était vraiment du luxe quand j'y repense finalement. Et là, en ville, il faut caser ces suivis réseau entre ces consultations classiques. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même temps et qu'il faut être quand même assez large dans sa vision de globalité chez ces enfants-là. Donc, je pense vraiment que quand on s'organise très bien en libéral, on peut faire des choses très variées, très diverses, aller de la rhinopharyngite à une consulte réseau avec des TND, des choses comme ça. Donc, c'est quand même une médecine pour moi qui est beaucoup plus riche que ce que je faisais malheureusement avant. Alors que quand je suis passée en libéral, j'avais plutôt peur de ça en fait. Je m'étais dit, oh là là, je vais faire que de la rhino.
Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Je pense vraiment que statistiquement, on voit beaucoup d'enfants et on voit beaucoup de choses intéressantes. Pas forcément les cas graves que j'avais en réannéonate, mais on voit les enfants dans leur vraie vie, en fait. Voilà. Oui, alors après, il y a l'installation au sein d'un cabinet qui est déjà fait. Enfin, rejoindre un cabinet, c'est pas pareil que d'installer complètement son cabinet. Si vous installez complètement votre cabinet, je vous invite à vous rapprocher de l'URPS toujours, parce que là, c'est vraiment, ils ont des conseillers et ils peuvent faire des rendez-vous pour nous aider à l'installation. Nous, on a voulu installer un cabinet complet, enfin, on a déménagé notre cabinet. Et ils nous ont énormément aidés. Ils sont venus rencontrer les maires avec nous, les maires des communes autour. Ils sont venus. Voilà, ça, eux, et ils nous ont budgété les choses. Enfin, ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Et ça, c'est important. Après, donc l'installation en soi, tu voulais que je reparle peut-être. Alors, déjà, les choses effectivement, ça sur les importantes, URPS. oui. Après, effectivement, tu as raison de dire que ça dépend, ça se pense à soi. Tu crées un cabinet, donc c'est une création de cabinet. Il faut se faire accompagner par les instances. Donc, tu vas être accompagné déjà par la CPM, parce qu'ils t'accompagnent pour faire les papiers, pour avoir ton numéro ADELI, pour avoir tout ce qu'il faut pour démarrer. Parce que tu ne peux pas commencer tant que tu n'as pas ta carte de professionnel et que la CPM t'a pas donné le feu vert. Ensuite, tu vas aller voir le Conseil de l'ordre parce que c'est pareil, tu ne peux pas démarrer si tu n'as pas vu le Conseil de l'ordre. Ça, c'est super important. Donc, quand tu as envie de t'installer, que ce soit une création de cabinet ou une installation avec association, bien 6 mois à l'avance, tu vas voir le Conseil de l'ordre et la CPAM. Parce qu'il va falloir à peu près 6 mois de démarche, grosso modo, pour arriver à tout boucler. Donc voilà, l'installation, ça nécessite d'y réfléchir. Mais il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser ce statut de collaborateur associé qui pourra permettre une étape. C'est-à-dire que tu vas commencer tout doucement. Alors, il faut quand même aller voir la Sécu parce que tu as besoin de ta carte de professionnel, mais ça te permettra une installation moins coûteuse au départ dans un cabinet de groupe. Voilà. Après, voilà, toujours compter bien 6 mois avant la date de début d'installation pour arriver à vraiment faire tous les papiers, puis vraiment contacter la CPM, contacter le Conseil de l'ordre, contacter les URPS, contacter les collègues. Contacter les collègues, on est là pour ça. Nous, on est déjà en ville, on est là pour vous aider, vous donner des clés, vous accueillir, tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui s'installent des fois, puis nous, on apprend leur installation, on se dit, mais pourquoi? Mais quelle idée? On est là, venez nous voir. Voilà. Je crois que le plus important, effectivement, au départ, c'est le CDEM, parce que c'est le Conseil de l'ordre qui va donner le top départ pour la CPS. Ça part d'eux, finalement. Ah ben, c'est concomitant, Et oui, c'est le CDOM. eux, avec la CPM, c'est CDOM, puis CPM, effectivement. pas le CDOM. Conseil de l'ordre. Conseil de Conseil de l'ordre, mais départemental, pas national. Oui, bien sûr, Conseil mais voilà, le bureau conseil le bureau départemental. du coin, quoi. Tout à Le fait. bureau du coin, Et tout à fait. effectivement, Et tant qu'eux CPM n'ont et pas passé les URSSAF papiers, aussi. ça passe pas. Voilà. Ouais, ça passe pas. Et l'URSSAF aussi. Oui, l'URSSAF Obligation aussi. de déclaration d'un début d'activité. Oui, tout à fait. Mais ça s'anticipe 6 mois avant. Je vous recommande de remplacer dans les cabinets libéraux. Les collègues, ils vont tous vous dire quoi faire, quoi. C'est comme ça que j'ai fait moi, c'est comme ça que les 3 docteurs juniors qui sont installés après ont vu comment il fallait faire. Au contact des pédiatres, ça va se faire tout seul. Vous allez apprendre un logiciel métier aussi, ça c'est important. Le choix de boîte logicielle, que ce soit Infansoft ou Doctolib aujourd'hui. Et donc, juste le fait de remplacer, utiliser les outils qui sont à disposition, savoir comment s'équiper, quoi avoir comme otoscope, comme audiométrie, réfractomètre, etc. Donc, c'est vraiment au contact des collègues et collègues de l'AFPA d'ailleurs, parce que c'est nous qui sommes en général plutôt bien équipés. Vous allez apprendre comment il faut faire. Et puis, le côté organisation de cabinet avec les secrétaires, vous allez tout savoir assez rapidement d'ailleurs. Et c'est vrai que de débuter par des remplacements, ça permet aussi de bien être certain que c'est l'activité qu'on veut faire et qu'on veut mener avant de s'installer à son nom propre et de faire ces démarches-là. Et ça permet de faire les démarches tout en ayant une activité aussi. Parce que comme il y a 6 mois de démarche, c'est vrai que si on s'y prend un peu tard et qu'on a fini le clinica et que on a 6 mois où on peut, voilà, donc ça permet remplacer ou être collaborateur, ça permet d'avoir une activité
et tout doucement de préparer l'installation, d'utiliser le matériel de la personne qu'on remplace ou avec qui on est collaborateur, plutôt que d'acheter son matériel neuf, et de le faire petit à petit aussi, de budgéter, d'anticiper, de dire bah voilà, je vais acheter ça, ça et ça, c'est essentiel. Puis bah, le reste, il y a déjà au cabinet de groupe, on s'en sert, et puis petit à petit, on s'équipe les uns les autres. Je pense que ça, c'est très personnel, effectivement. Enfin, moi, je sais que par exemple, je n'ouvre pas mon planning au-delà de 3 mois parce que je considère qu'au-delà de 3 mois, je ne sais pas ce que je fais. Je ne peux pas anticiper aussi loin, alors que j'ai des collègues qui ont des plannings ouverts sur une année. Donc moi, c'est bloqué. Les gens, ils prennent rendez-vous à 3 mois, et s'il n'y a plus de créneaux, bah, ils rappellent et on réouvre des créneaux de façon roulante. Les créneaux d'urgence sont ouverts tous les matins. Tous les matins, moi, quand j'arrive, je dis à mon assistante, ben, vous pouvez en prendre là, là, là et là, il n'y a pas de souci. Ou alors, ben, aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai pas de place parce que j'ai 4 visios à cause de l'AFPA et que j'arriverai pas à en voir plus que ça. Ça dépend aussi les jours où j'ai une interne, hein, j'ai des internes de médecine générale, j'ai pas des internes de spécialité, donc je peux pas les laisser en autonomie, mais quand même, ils peuvent voir des urgences et je passe derrière. Donc quand j'ai une interne, je rajoute souvent 2-3 urgences, ça leur permet de travailler seul et moi derrière, je valide. Voilà, ça c'est mon organisation. Je laisse les autres dire. Il y a des jours où c'est difficile de ne pas être là, les lundis par exemple, mais après, il y a des jours dans la semaine qui sont souvent un petit peu plus calmes, comme le jeudi. Après, souvent, c'est quand même pas mal de se ménager une journée un petit peu plus cool dans la... Enfin bon, si on part déjà sur 4 jours, voilà, il y a des jours où on sait qu'il y aura beaucoup d'enfants malades. C'est ce que disait Sylvain tout à l'heure. Le lundi, nous, on était 4. Effectivement, on rajoutait facilement 60-70 enfants. Donc là, il faut laisser des créneaux. Et puis, les mercredis, ben, c'est quand même un jour où les enfants sont plus libres. Et donc, il faut quand même au moins que quelqu'un soit là, peut-être pas la totalité des gens. Puis après, bon, ben, il faut vous arranger en fonction des unes et des autres et de vos besoins familiaux, je dirais, en fait, plus ou moins. Et puis aussi des autres occupations, hôpital ou maternité. Non, ça reste personnel. Bon. Moi, je fais comme Sandra, effectivement, j'ouvre les créneaux d'urgence le matin même, ou parfois la veille au soir quand je pars. Je le fais sur l'application. L'assistante, elle en rajoute encore parfois, mais elle me demande avant. Je les rajoute en fin de matinée ou sur les absences, sur les annulations, ou en fin de journée quand je reste tard. Voilà. Mais c'est vraiment, je pense, des choses personnelles. Je pense que j'ai au moins 8 créneaux d'urgence par jour. Je me suis dit qu'il fallait au moins 6-8 créneaux. Voilà. Comme ça. Oui, moi aussi. Oui, pardon. Pardon, non, donc, comme on disait juste aussi qu'il y avait Léonore dans le chat par rapport au planning dont on parlait là, et demandait aussi s'il y avait beaucoup de absents des lapins, parce que ça arrive beaucoup à l'hôpital en Pas effet. énormément, franchement, pas énormément. Très peu. J'en ai Très, très peu. parfois. Alors, je pense que par semaine, je dois en avoir 1 ou 2. Donc, c'est correct. C'est ça, moi j'ai pas beaucoup plus non plus, mais ils prennent rendez-vous longtemps avant. Il y a Bah pas, il y oui, a pas c'est ça. beaucoup de pédiatres, ils savent que c'est difficile d'avoir un Ils rendez-vous avec attendent les avec pédiatres. impatience. Alors. Moi j'ai très 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 peu de lapins. Et puis Mm. quand il y en a, c'est pas forcément des lapins voulus, quoi. C'est qu'il y a eu un souci, on les rappelle, ils s'excusent et voilà, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Après, on a toujours des profils de gens dont on sait très bien. J'allais dire, c'est les Enfin, mêmes. oui, bah, moi à Nîmes, j'avais une Les grosse mêmes, population gitane, ils sont adorables, mais quand ils prennent c'est rendez-vous, ils ça. viennent une fois sur 2, et puis c'est tout, on le C'est ça. savait, mais c'est pas grave, on C'est leur ça. redonnait rendez-vous. Par contre, quand ils avaient rendez-vous, on calait souvent une urgence en même temps parce que s'ils n'étaient pas là, on avait au moins Au 1000 cas où. urgences. C'est ça. Ça reste exceptionnel. Les parents prennent rendez-vous. Ça reste des rendez-vous précieux. Ils ont besoin, voilà, d'être suivis. Il y a les applications aussi qui envoient un SMS et un mail la veille, hein, donc ils sont informés. Et ceux qui oublient, bah, reste assez anecdotique, hein, quand même, hein. Et puis, bah, effectivement, là, on sait ceux qui vont poser des lapins. Il y en a très très peu, mais voilà, faut faire avec. C'est souvent, ben, on passe l'éponge, mais il y a des purs et durs qui en ont rien à faire. Et ceux-là, nous ici au cabinet, on laisse de chance.
Alors, on peut annuler un rendez-vous pour un problème X de voiture, de tout ce qui peut arriver dans la vie de tout un chacun. Quand les gens appellent et qui annulent, ben là, ça c'est le minimum pour nous. Mais ceux qui n'appellent pas, qui ne disent rien alors qu'ils ont reçu un mail et un SMS, on leur laisse 2 chances et après on les reprend plus. C'est ça. Quand la grand-mère Moi, est c'est morte pareil. 4 fois, on Pas arrête. venu, Ouais, c'est ça. voilà. C'est ça. Pas venu, pas Moi, je dis- prévenu 2 fois. Pas Moi, venu, je les pas bloque sur prévenu. Doctolib. C'est ça, voilà. Je dirais qu'il y a eu un gros progrès. Nous, on a vu une grosse différence à partir du moment où on est passé à l'agenda électronique. On avait quand même une secrétaire pour les urgences, hein, mais à partir du moment où on est passé à l'agenda électronique avec des rappels SMS, on en a eu beaucoup moins. Mais il y a eu des périodes où vraiment ça nous rendait folles, parce qu'on pouvait avoir 10, 12, 15 lapins, pas par personne, mais pour la totalité du cabinet par semaine, ça commence à faire quand même. Mais le passage à l'agenda électronique a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Surtout le rappel SMS. Surtout le rappel SMS. Les pédiatres libéraux envoient des urgences quotidiennes. Et c'est important pour nous. Nous, on est 2 à être dans Paris, donc on fait des diagnostics, on fait des tests antigéniques, on a tous des CRP, un microméthode, voilà, on fait des bilans, on fait nos diagnostics, on envoie très peu au labo, en fait, finalement, très peu de radio, on gère très bien nos petits patients. Et en ville, on a tout notre réseau de radio, de spécialistes qui sont bons dans la petite enfance. Et on a peu besoin de nos collègues hospitaliers, même sauf pour les cas très, très particuliers de chronique, où on travaille avec les CHU, mais on est bien en autonomie. On est là aussi pour faire de la coordination, hein, beaucoup avec eux, pour les revoir 2 ou 3 fois par an, faire le point avec eux sur tout, les papiers, l'administratif, l'école, l'AVS, le dossier MDPH, où est-ce que ça en est, vos notifications. Donc oui, bien sûr, on a tous des patients entre guillemets chroniques. Alors bon, c'est sûr que, moi, je suis pas de petit diabétique, hein, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont en ALD, qui voient des médecins hospitaliers d'une part, et d'autre part, ils viennent chez nous, et nous, on refait le point avec eux surtout sur vous avez des droits, est-ce que vous avez ouvert vos droits, vous avez droit aux AJPP, vous avez droit à l'allocation de l'enfant handicapé, avez-vous, voilà, où vous en êtes, vous avez besoin d'aide, d'une travailleuse familiale, voilà. Donc, bien sûr, on a des enfants chroniques et on fait de la coordination, et c'est moins de la médecine, certes, mais on en a besoin. Pour les réseaux Préma, ça roule plutôt bien, hein, parce qu'ils sont plutôt bien organisés sur le territoire. Pour les chroniques, la plupart du temps, quand même, on a tous des relations avec l'hôpital de secteur, que ce soit le CHU ou que ce soit l'hôpital général de la ville la plus proche. On se connaît, on se côtoie. Donc, si on a besoin de parler d'un patient, on prend le téléphone ou on envoie un mail. Donc, c'est pas toujours formalisé sous forme d'un réseau, mais on a nos propres réseaux. Le contact Quand avec il n'y a pas de vrai l'hôpital. réseau, effectivement, Hein. chaque pédiatre libéral tisse le sien. Parce que finalement, on connaît les médecins de l'hôpital local. Et les soirées de formation, c'est souvent des rencontres. Je pense vraiment qu'on tisse des liens et qu'on se crée son réseau informel. Voilà. Contrairement au réseau des Préma, qui est quand même très bien structuré, avec des médecins référents, dont font partie les libéraux, avec des réunions de formation, des choses comme ça. Après, l'hôpital du coin, souvent, moi, l'hôpital de hier, il m'appelle, on a tous nos numéros de portable. Je pense que c'est au pédiatre libéral de tisser son réseau. Personne ne le fera pour lui. Oui, pardon. Oui, non, je voulais juste dire qu'effectivement, parce que moi, c'est le cas particulier de la région parisienne. On n'a pas un seul hôpital local, on en a plusieurs, et et on a plein de surspécialités. C'est pas toujours facile vu c'est beaucoup de monde à l'hôpital. C'est pas toujours facile d'avoir leur numéro de portable et tout ça, et les hospitaliers, ils sont pas toujours très ouverts au lien ville-hôpital. On y arrive vraiment quand même avec même les urgentistes, en fait. À côté, ils sont pas toujours très bienveillants avec nous. Par contre, nous, on a un vrai réseau local. On a notre réseau local d'ORL, même de dermato ou de choses comme ça, à qui on adresse très facilement et qui nous prennent nos urgences au final. Pour l'hôpital, ils nous envoient des comptes rendus, tout ça, voilà, ça fonctionne comme ça.
Et il y a aussi pour des avis spécialisés, on a des plateformes comme OmniDoc ou choses comme ça sur lesquelles on peut demander des avis spécialisés et ils nous répondent très très vite et ça marche très très bien aussi. Et c'est vrai que toutes les soirées de formation et les soirées, il y a plein de réseaux de médecins locaux dans lesquels on va rencontrer nos correspondants et se faire notre réseau. C'est ça. Juste pour la téléexpertise, parce que OmniDoc, c'est un plateau de téléexpertise. On peut être l'expert, puisque en tant que pédiatre, on reçoit beaucoup de demandes des médecins généralistes. Enfin, moi, j'en fais quand même pas mal. Et on peut être aussi demandeur, puisque moi, ça m'arrive, notamment dans des spécialités comme la cardiopédiatrie, où je suis un peu de base assez basse, où je demande en téléexpertise un avis sur un ECG ou des choses comme ça. Donc effectivement, la téléexpertise, ça prend de l'ampleur et c'est assez intéressant. Alors après, sur les terrains, les territoires, moi je sais qu'en milieu rural, comme je suis seule dans mon cabinet, mais je ne travaille pas seule, je suis quand même dans un regroupement qui s'appelle une maison de santé pluriprofessionnelle et pluricite, c'est-à-dire qu'on n'est pas regroupé dans une maison, mais on est pluricite au niveau de la campagne et il y a de tout, hein. Moi j'ai une orthophoniste, moi je suis dans un village de 800 habitants et j'ai une pharmacie, un généraliste, une orthophoniste, des kinés, des infirmières, il y a un pédiatre. Enfin voilà quoi, je dirais, je me sens pas du tout isolée. Et puis souvent les orthophonistes, elles ont des enfants et des enfants qu'elles m'amènent. Donc quand j'ai besoin d'elles, le retour se fait assez efficacement. Alors le but, sincèrement, c'est de faire un maximum pendant la consulte. Essayez de ne pas procrastiner en disant je ferai ce papier tout à l'heure. Essayez de le caler au maximum dans la consultation. La plupart des choses, bon, maintenant avec l'électronique et tu vois, le bon de transport, tu le fais en électronique, ça va vite. Le 100%, tu le fais en électronique, ça va super vite. Ce qui prend encore du temps, c'est les dossiers MDPH et ce genre de choses. Alors moi, j'ai une assistante qui me mâche un peu le travail puisqu'elle me pré-remplit certains dossiers. Tous les petits certificats à la noix, là, de toute façon, pour le sport, pour aller faire des galipettes en gym bébé, de toute façon, c'est elle qui les fait. Elle a mon consentement total. C'est pareil pour les jours enfants malades et trucs comme ça. Même plus ça arrive jusqu'à mon cerveau. Après, tout le reste, j'essaye au maximum de le régler pendant la consultation, pendant le temps de consultation. Après, si vraiment j'ai pas le temps, je le fais en dehors. Après, il y a l'administratif et puis il y a l'administratif patient et puis il y a la comptabilité. Ça, il va falloir dégager du temps. Mais comme vous faites votre comptabilité chez vous et votre déclaration d'impôt, le cabinet, c'est une entreprise, Nelly l'a dit. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à faire, il y a des déclarations URSSAF à faire, il y a des papiers, mais ça, c'est obligatoire un peu dans toutes les professions, hein. Dès qu'on est chef d'entreprise, on a des responsabilités de ce type-là. Je ne sais pas si mes collègues ils veulent dire leur expérience sur l'administratif. Quand on fait du TND, les dossiers MDPH, c'est vraiment lourd. Bon, on les a informatisés, ça va vite avec l'habitude, mais quand on voit les patients, qu'on reçoit tous les dossiers, bilan psychomote, on est obligé de se dégager facilement 1 heure par patient hein, pour juste débrouiller, analyser le compte-rendu qui va avec. Et la première consultation durera 1 heure, 1 heure et demie. Donc, il y a des moments où c'est très lourd, les moments des rentrées, les débuts d'année où on reçoit 10, 15, 20 dossiers MDPH à remplir. C'est le côté moins sympa hein, quand même de cette prise en charge. Mais il n'y a pas le choix, il faut un coordonnateur et puis c'est à nous de le faire. Hein. Et c'est pas bien valorisé. Avant c'était gratuit, maintenant on peut passer une consultation MPH à 60 € pour le faire, mais ce qui est bien, parce qu'avant on faisait ça vraiment gratuitement. Et enregistrer tous vos dossiers MDPH en format PDF dans les dossiers des enfants, parce que quand il faut le refaire 2 ans avant, tu es bien content d'avoir la trame. Alors, tu mets l'évolution, tu changes les choses que tu as à changer, mais tu es quand même super content d'avoir ta trame et de te le reprendre. Moi, je sais que maintenant, j'enregistre tous mes dossiers. Les AJPP, je les garde tous, ils sont tous conservés, ce qui fait que quand tu renouvelles, tu passes quand même moins de temps. Mais c'est vrai que le premier dossier MDPH, puis c'est important parce que les droits seront ouverts en fonction de ce certificat. Hein. Il faut bien le remplir hein, parce que c'est quand même important pour l'enfant. Eh oui. Alors, on te laisse faire. Sandra ou Andreas, s'il est par là, nous avons déjà une forte recherche en infectieux
qui a été monté par le réseau Active, le professeur Robert Cohen. Donc, il y a à peu près 120 pédiatres répartis sur le territoire qui voient des enfants et qui font remonter en épidémiologie les principaux diagnostics en maladies infectieuses, donc qui pratiquent des tests de diagnostic rapide, voilà, qui sont formés à l'infectiologie. Donc ça, c'est la première grosse recherche au niveau AFPA. L'AFPA collabore aussi avec l'INSERM sur des projets. Par exemple, l'AFPA a collaboré pour mettre en place, c'est les pédiatres ambulatoires qui ont participé aussi aux points qui ont été pris pour faire des nouvelles courbes de croissance françaises qui sont dans les carnets de santé. Donc, l'AFPA a collaboré avec l'INSERM. Ensuite, il y a des collaborations qui sont en cours, qui ne sont pas encore validées, mais qui vont se faire avec une étude sur les antibiotiques, l'utilisation des antibiotiques, une étude sur la façon dont on couche les bébés. Et ça va être en parallèle aussi avec les chercheurs et l'INSERM. Et puis après, on a quand même des activités. Alors, c'est peut-être un peu moins glamour, mais on peut faire quand même de la recherche, entre guillemets, qui va être sponsorisée par l'industrie pharmaceutique et notamment l'industrie des laits ou l'industrie des vaccins. Mais ce sont parfois des vrais protocoles qui ont été validés par l'hôpital, par notamment des PUPH, et qui vont mener à de la publication. Donc, ce n'est pas juste des enquêtes observationnelles, ce sont des vraies inclusions malgré tout. Voilà. À toi, Marion. Oui, je voulais rajouter qu'on peut aussi, les internes qui passent en libéral, ils peuvent aussi faire tout à fait leur sujet de mémoire ou même de thèse en libéral. Ça peut être encadré aussi comme ça. Ça, il y en a certains. Faut pas hésiter. Il y a des sujets et il y a des trucs. Et l'AFPA propose une bourse de recherche ou des bourses de thèse. Alors, ce n'est pas des grosses sommes, mais vous pouvez postuler si vous avez un travail de recherche qui va concerner, bien entendu, la médecine ambulatoire. Est-ce que je peux faire aussi ma petite annonce? On est de la même façon que vous pouvez faire des thèses et qu'on peut éventuellement, ou des mémoires qu'on peut éventuellement publier dans la revue qui s'appelle maintenant plus le pédiatre, mais pédiatre ambulatoire. Si vous avez des cas cliniques hospitaliers ou que vous rencontrez en stage et que vous voulez les envoyer pour la revue, on est vraiment très preneurs. Le cas clinique et puis un petit résumé de la pathologie en question. Et on a décidé aussi de rémunérer ces cas cliniques entre 100 et 150 €. C'est peut-être pas non plus beaucoup, mais on n'est pas non plus hyper riche. Mais ça peut, si ça intéresse des internes, si tu peux faire passer l'info, ça serait vraiment, vraiment bien. Oui, ça serait super. Je me joins à Véronique, ça serait top. Même si des case reports, ça serait des case parfait. reports, voilà, alors résolus ou pas résolus, c'est vrai que des fois les cold cases peuvent être des cold cases, oui. mais voilà, n'hésitez pas, pensez-y, parce que c'est vrai que on les fait passer en mailing, déjà dans un mailing d'annonce, puisque maintenant c'est 4 numéros par an avec un mailing intermédiaire, donc voilà, ça accroche, c'est toujours intéressant. Un cas clinique, on est toujours tenté d'essayer d'y regarder, de se dire je me plante ou j'ai réussi à trouver, quoi. Donc voilà, si tu peux faire passer le message, si vous pouvez faire les unes et les autres passer le message, ce serait vraiment sympa. Et là, à la limite, soit vous me contactez moi, soit vous faites passer par l'AFPA et ça me retransfère. Et puis, il y a des tarifs aussi. Il y a une version numérique maintenant de la revue qui fait que, bon, elle n'est pas vraiment pas... Voilà, c'est pas onéreux, quoi. Je crois que ça fait 25 € par an. Enfin, voilà, c'est pas... Enfin, voilà, je vous le dis. Parce qu'on essaye de faire des choses, justement, qui soient pratiques et qui puissent faire des mises à jour, voilà. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre à disposition quelques articles pour qu'ils voient ce que c'est la pédiatrie, la revue de pédiatrie ambulatoire. Voilà. Et je crois qu'il y a encore une main levée, Madalina. Moi, j'avais juste, je me demandais juste, j'ai fait ma thèse en ambulatoire, du coup, avec une pédiatre libérale du côté de Lille.
Par Ouais. contre, ça avait été quand même assez compliqué, notamment le lien avec la faculté. Et c'était une pédiatre qui n'avait jamais encadré de thèse. Est-ce que vous avez la capacité d'aider les pédiatres comme ça qui acceptent d'encadrer une thèse pour pouvoir un peu les guider sur l'encadrement et tout ça? Parce que Et oui, je me suis retrouvée quand même qu'ils nous assez... contactent, bien sûr. voilà. Bien sûr, il faut que le pédiatre en question se retourne vers la commission scientifique de l'AFPA. On a des gens qui savent très bien faire et qui ont déjà fait ça, qui font de la recherche, qui ont encadré des thèses, qui étaient qui sont là pour aider, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, si le pédiatre qui encadre la thèse se sent un peu seul, surtout qu'elle appelle l'AFPA. Ouais, bon, moi, c'est fini maintenant, mais c'est pour les collègues s'ils sont besoin, c'est intéressant qu'ils puissent avoir ces ressources-là aussi. Bien sûr, tout à fait. C'est une grande famille, l'AFPA, c'est vraiment une grande famille, même s'il y a 1600 adhérents actuellement, ça reste une famille et il ne faut pas hésiter à demander. On a beaucoup de ressources et on a de quoi faire pour aider, en tout cas, tout ce qui va concerner la médecine de ville, la médecine ambulatoire. Pour les jeunes futurs pédiatres, qu'ils soient ambulatoires, mixtes, salariés. Enfin, on a tous le même métier et c'est de faire en sorte que les enfants grandissent avec toutes les chances de leur côté.